Sans transition, on passe de la série d'animation jeunesse au film noir, avec Yannick Kernek. Alors Yannick, je te présente très très brièvement. Donc, tu es doctorant et enseignant en études cinématographiques à l'université de Rennes 2. Tu es par ailleurs professeur de philosophie en lycée. Tes intérêts de recherche tournent autour des possibilités de circulation esthétique ou théorique intermédiatique, et ainsi qu'à la question de la généricité. Tu as, parmi tes faits d'armes récents, si on peut dire, tu as co-organisé en 2016, en compagnie de Karim Charedib, une journée d'études intitulée La fin dans les jeux vidéo, aspect des spatio-temporalité vidéoludique, c'est pas facile à dire, toujours à l'université de Rennes 2, et tu es fondateur, pour finir, de l'émission radiophonique En attendant Godard, consacrée à l'étude cinématographique. Et donc tu vas nous parler aujourd'hui du jeu vidéo noir. Ta communication porte le titre « Vers un jeu vidéo noir, aspect d'un transfert générique ». Merci beaucoup, je te donne la parole. Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation. Donc effectivement on passe du gender quelque part au genre, à la généricité. Donc au fondement de notre étude, il y a un constat selon lequel se dessinerait une tendance au sein de la sphère de développement vidéoludique, à viser l'adéquation entre l'image cinéma et l'image jeu vidéo, pour le dire grossièrement, et qui renverrait directement à l'utilisation et à la revendication de l'appellation cinématographique. Tel jeu est cinématographique. Ce qui représenterait dès lors une sorte de label, en fait, axiologiquement orienté. En d'autres termes, ici, en quoi et dans quelle mesure le jeu vidéo peut-il transposer et de fait se réapproprier certaines spécificités cinématographiques? Alors c'est encore très large. Pour nous, cette réappropriation peut s'établir selon plusieurs dimensions. Je peux en citer quelques-unes. D'une part, et assez généralement, cela renvoie au réalisme, c'est-à-dire à l'effet de réel dont témoigne le monde virtuel représenté, et donc à la volonté d'attribuer à l'image vidéoludique la qualité photographique de l'image cinéma. En d'autres termes, c'est la mise en perspective de la volonté d'un certain type de jeu vidéo à se constituer comme spectacle cinématographique. D'autre part, on a aussi la question de l'adaptation vidéoludique, c'est-à-dire la transposition d'un univers dialectique particulier. Et on est donc envoyé ici à la dimension plutôt intermédiatique. Et enfin, on a la notion indistincte cinématographique qui pourrait renvoyer à la reprise de certains codes, de motifs liés à un genre cinématographique donné. Donc par exemple, Elle est noire, développé par le studio indépendant Team Bondi, décline le genre du film noir en 2011 en une sorte de croisement entre un point and click et un free roaming dirigiste. Donc le free roaming étant, comment dire, GTA-like, mais bon, comme on va le voir, il n'est pas vraiment bac à sable, ce jeu Elle est noire. Donc, générateur ici d'un monde ouvert dans lequel le joueur profite d'une plus ou moins grande liberté d'action, seulement restreinte par les limites de ce même monde, ainsi que par les contraintes téléologiques liées au déroulement d'un récit toujours prégnant. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est donc cette troisième dimension, c'est-à-dire la reprise et plus encore la signalisation vidéoludique d'un genre cinématographique. Dans le cadre de cette communication, on a opté donc pour le genre du film noir, qu'on avait précédemment tenté avec le western. Donc ici, d'emblée, il y a une première interrogation, y a-t-il naissance d'un genre vidéoludique équivalent? On serait tenté d'emblée de répondre par la négative. De fait, il n'y aurait pas de naissance d'un jeu vidéo de genre film noir. C'est un jeu comme Discworld Noir, sorti en 1999 et développé par Perfect Entertainment, fait directement référence au genre, le jeu reste considéré comme un point and click. Mais de fait, à quoi cela renvoie-t-il? D'autre part, il importe également de comprendre que le recours au genre cinématographique coordonne parfois la réalisation d'une création vidéoludique. Par exemple, Elle est noire est née de la volonté explicite de Rockstar, comme on le verra, d'adapter un jeu vidéo noir, d'un film noir en jeu vidéo. Ainsi, qu'est-ce qui peut être assimilé vidéoludiquement à partir de ce genre qu'est le film noir? Et que deviennent ces éléments une fois incorporés? Que créent-ils? Donc on aurait, tout d'abord, il faudrait réaliser une analyse théorique
donc brève et synthétique compte tenu du temps qui nous est imparti, hein, du concept de genre cinématographique et vidéoludique et de leur différenciation afin de saisir les modalités du transfert. Il n'est donc pas ici tant question de théorie du genre que d'une théorisation de l'adaptation générique. Deuxièmement, il faut déterminer la nature et l'impact de la réappropriation vidéoludique d'un genre au sein d'un contenu déterminé. Puis enfin, troisièmement, les modalités du transfert générique sur l'activité du joueur. Donc très grossièrement, comment retrouver le film noir dans le jeu vidéo et quelles sont ses spécificités? Donc ici, je vais dire quelques mots sur le corpus. Donc, je ne vais pas me servir évidemment de... Mais ça, c'est un panorama de ce qui peut se faire en termes de jeux vidéo noirs. Je me suis borné ici à prendre quelques exemples de jeux caractéristiques d'une telle réappropriation. Je ne pense pas trahir ici cette question du genre, puisqu'au contraire, le genre, même s'il peut être visé par les concepteurs, comme on va le voir, est une construction liée au public, tout autant spectateur que joueur, pour ce qui nous concerne. J'ai toutefois évité de m'introduire dans des sous-genres ou genres voisins, comme le néo-noir, même si la barrière entre le noir et le néo-noir est parfois indistincte. On parle pour le néo-noir de réactualisation des thèmes abordés, et ça dès les années 60. Et puis il y a également l'art bold, et donc ça je vais éviter d'en parler. Alors, une première partie qui est plutôt conceptuelle, je vais essayer d'en arriver très vite aux exemples. Donc il est nécessaire d'emblée d'approcher le concept spécifique de genre cinématographique, généralement, et de film noir plus particulièrement, quand bien même un examen approfondi nous est ici impossible. Nous voulons distinguer prioritairement ici, dans le cadre du transfert générique du cinéma vers le jeu vidéo, ce que je nomme le genre source, c'est-à-dire pour nous la structure commune aux éléments du film noir qui vont être assimilés et redéployés. Et de l'autre côté, le contenu récepteur en lui-même, c'est-à-dire pour nous, ce qui a trait à la sphère vidéoludique visée par le genre source. Alors nous l'avons dit précédemment, il ne sera pas ici question de théorie générique. Alors comme le nomme, je vais le faire très rapidement, comme le note Raphaël Moine, les genres existent, donc les genres cinématographiques, malgré l'impression trompeuse de cohérence et l'imprécision fondamentale de toute tentative de théorisation du genre. Et malgré cela, s'ils existent, c'est-à-dire s'ils sont produits en quantité et sur une période relativement longue, des films aux caractéristiques sémantiques et syntaxiques communes et repérés comme tels par un public, c'est que ces films rencontrent du succès. Et que ce public est sensible au genre. Donc Raphaël Moine s'appuie ici sur la définition sémantico-syntaxique du genre, modèle actuellement dominant, érigé par Rick Adman. Donc qu'entend-on ici? Donc ce modèle réconcilie en fait deux approches jusqu'à profondément dissemblables, dans lesquelles l'approche sémantique, liée à la récurrence d'éléments comme les attitudes et les personnages types, par exemple, donc pour ce qui nous concerne, on va trouver des éléments tels que le privé, souvent cynique, avec son imperméable, la femme fatale moralement ambivalente, et qui peut cultiver à l'égard du héros, souvent anti-héros d'ailleurs, des sentiments contradictoires. Et les décors, donc le plus souvent le milieu urbain états-unien des années 40 et 50, voire au-delà. Ce qui s'organise, donc ça va s'organiser autour d'aspects syntaxiques, c'est-à-dire la structure narrative qui s'organise souvent dans le film noir autour d'affaires de mœurs vénéneuses et déployées par des procédés comme la voix off et le flashback, et dont Assurance sur la mort de Billy Wilder, sorti en 1944, est en quelque sorte l'inaugurateur, plus en tout cas que le Faucon Maltais de John Huston, sorti 3 ans avant. Donc le syntaxique renvoie également à l'approche esthétique, ce qui correspond dans le film noir, bien souvent, à des contrastes très appuyés et une musique aux accents jazz et aux timbres cuivrés. Donc je m'appuierai moi sur ce modèle. Voilà. D'autre part, notre théorisation de l'adaptation générique devrait également prendre en compte une théorisation du genre vidéoludique lui-même, afin de saisir en quoi un point and click peut contenir en son sein des éléments du film noir. Donc si le genre cinématographique est presque impossible théoriquement à circonscrire, il en va de même, à plus forte raison, pour les jeux vidéo.
Donc de nombreux travaux de recherche soulignent d'ailleurs cette aporie. Par exemple, on peut trouver dans l'ouvrage Video Game Style Guide and Reference Manual, à l'entrée genre, l'affirmation selon laquelle les genres sont continuellement en création, ils évoluent, ils s'entrecroisent pour former de nouvelles catégorisations. Ainsi, si les genres vidéoludiques sont en état de mutation et de bouleversement incessant, c'est justement parce qu'ils sont des genres vidéoludiques. Voilà. Alors, je vais en arriver très vite au jeu. Donc, si on prend en compte l'ensemble de notre corpus, on peut noter deux choses. Alors, déjà, il y a 3 jeux qui comportent le qualificatif noir. Donc ici, il y a une volonté claire d'expliciter la réappropriation. De plus, en fait, ce noir, c'est à la manière de, une sorte d'habillage qui concernerait peut-être, dès lors, plus particulièrement l'esthétique globale. Tout se passe comme si le noir était ici un style à part entière dans le jeu vidéo. Donc ici, je parle de stylisation et non pas de généricité. Donc d'autre part, on a dans ces films, enfin dans ces jeux vidéo noirs, une prédominance du point and click ou des dispositifs qui s'en rapprochent fortement et qui assimilent donc le genre cinématographique, le film noir, à des films d'enquête et font justement de l'enquête le motif principal, voire font de cet élément sémantique particulier l'essence même du genre, ce qui est discutable en fait. Et l'enquête dans les films noirs, en fait, n'est souvent qu'un paravent. Et donc c'est un peu la même chose aussi dans le western, qui met le tir en avant, le duel, et alors qu'on a des westerns mélodramatiques, comme Duel au soleil de King Vidor. Voilà, donc c'est un premier extrait, donc un jeu qui s'appelle Grim Fandango. Je vais en même temps de la pub. Je ne trouve pas mon chauffeur. Manny, tu sais ce que tu dois faire. Tu joues les idiots juste pour me draguer. Eva, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Manny Calavera aimerait vous parler. Je vous ai demandé de ne pas me déranger. Désolé, Manny. Demain, peut-être. Ce sera trop tard. Monsieur part en voyage, peut-être. C'est l'ascenseur pour le rôle. Cette porte. Voilà. Alors, Grim Fandango est un jeu vidéo donc plutôt aventure, mais développé et publié par LucasArts en 1998 sur Windows, Microsoft Windows. Alors, on a ici un développement d'une esthétique particulière liée à un moteur de jeu qui s'appelle Grim et qui permet l'affichage d'objets en 3D qui sont en surimpression de décors modélisés en 3D puis pré-rendus. Ici, l'esthétique renvoie à la technique et au technologique, comme précisément justement dans Elle est noire, on verra. Donc, le joueur incarne ici Manny, qui est un agent de voyage et qui a pour fonction d'accompagner les clients dans leur traversée du pays des morts pour rejoindre le 9e monde. Donc ici, on n'a pas vraiment en fait d'interface en point and click. Le joueur contrôle les déplacements et les actions de Manny avec un clavier, un joystick ou une manette. Donc en fait, le jeu, lui, Schaeffer, celui qui a développé directement le jeu, apprécie justement les films des années 30 et 40 et avant tout leur dialogue. Donc il va décider de donner au jeu une ambiance qui rappelle cette époque, et pour cela il va s'inspirer des nouvelles écrites par Raymond Chandler et Dashiell Hammett. Le design du jeu et le début du scénario sont façonnés d'après des films justement comme Chinatown. Et plusieurs scènes du jeu peuvent renvoyer directement à des films de genre comme Le Faucon Maltais ou Le Troisième Homme de Carol Reed. D'autre part, le principal antagoniste du jeu, Hector Le Mans, a été constitué pour ressembler à Signor Ferrari, joué par Sidney Greenstreet, toujours dans Casablanca. En outre, l'arnaqueur Chinchilla Charlie semble une réminiscence du personnage de Guillermo Ugarte, joué par Peter Lorre,
Et Bogen, le chef corrompu de la police, se réfère quant à lui au capitaine Louis Renault, joué par Claude Rains. Voilà. Je vais passer assez vite sur maintenant Discworld noir. The wharf was on the upmarket side of the river, in the city of Ankh. The Moorpork docks on the other side of the river were not a place wise travelers disembarked at. But then again, wise travelers tried to avoid Ankh-Morpork altogether. But if you traveled a lot, it was hard to miss. Like malaria. The Milka was a tramp schooner, one of the many ramshackle ships that plied their trade around the Circle Sea. From the looks of it, it should have sunk years ago. Even the rats thought twice before boarding it. The first mate didn't look particularly willing to let people aboard. Voilà. Donc en 1999, Perfect Entertainment vous livre son troisième et dernier jeu tiré des romans du Disque Monde de Terry Pratchett. Cet épisode est le troisième volet de la série des Discworld, mais ne s'intitule pas Discworld 3, mais Discworld Noir. D'où l'importance de la retranscription des codes du film noir des années 50 dans l'univers du Disque Monde. Donc le protagoniste principal n'est plus Rincevent, mais Newton, archétype du détective privé. Donc on est fauché, on a un bureau miteux, on porte un imperméable et on parle avec une voix traînante qui est due à une voix ravagée par l'alcool. Mais on peut le comprendre puisque cela va l'aider à surmonter une déception amoureuse. Donc c'est un point and click standard, celui-ci est en 3D, mais contrairement aux précédents volets qui sont en 2D, mais ça c'est lié aux productions de l'époque, puisque il y avait à ce moment-là son principal concurrent, Grim Fandango. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ici une double réappropriation générique, le fantasy avec l'univers fictionnel créé par Pratchett, et d'autre part une esthétique générale qui va habiller en quelque sorte l'ensemble. Donc, et les références sont ici également nombreuses, comme Adieu ma belle de Dmitrik, ou encore Le Grand Sommeil de Hawks. Voilà. Bon, j'en passe rapidement à Éleille Noire, puisque règlement de compte plutôt avec celui-là. Ah, c'est le suivant, je crois. Ouais. Donc ça c'est un début de mission. Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Need a drink. I got the jitters again. Donc les enquêtes se déroulent invariablement de la même manière. You know the way. You can drive. Looks like the DA is going to press charges. Donc, et puis le voilà sur un lieu du crime, où cela va s'apparenter justement à un point and click, même si on dirige directement le personnage. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have run away. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they back the knife. Is all yours, detective. Voilà. Je ne vais pas trop, donc. Ici, c'est intéressant car le genre est explicitement visé. Plus encore, Dan Houser, le patron de Rockstar, a conseillé aux futurs joueurs, et ça c'est intéressant, peu de temps avant la sortie du jeu, en 2011, de regarder quelques films noirs fondateurs, comme Le Faucon Maltais, Boulevard du Crépuscule, etc. Le Troisième Homme. Donc on a ici une véritable politique de création d'un imaginaire générique pour la communauté de joueurs. Donc
tout d'abord, Elle est noire déploie en effet un vaste ensemble de données sémantiques liées au film noir. Donc concernant l'aspect visuel, on relève de forts contrastes. Les éclairages expressionnistes sont en effet une des marques principales de ce genre de production. L'obscurité y est ici magnifiée. D'autre part, on note une véritable tentative pour fixer des angles de prise de vue, surtout lors des scènes d'interrogatoire, même si, parfois, lors des scènes d'action notamment, cette fixité est mise de côté. La musique est assez luxuriante et orchestrée par Andrew Hall, tout comme les dialogues qui sont bruts mais qui néanmoins font mouche. Concernant l'histoire et les personnages en général, Elle est noire respecte les grandes lignes du film, du genre du film noir, mettant en scène, si je puis dire, Cole Phelps, un inspecteur assez mystérieux et complexe, parfois ambigu moralement et au passé trouble. Donc le récit est régulièrement, souvent en début de mission, contaminé par des flashbacks liés à des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est assez similaire au Dahlia Bleu, donc un film noir qui a été justement porté à l'écran par George Marshall, et qui est au départ justement un ouvrage de Raymond Chandler. Donc des procédés comme le flashback et la voix off sont également mis en avant, comme dans le film noir. En outre, on peut voir évoluer Cole Phelps lors des cinématiques entre les différentes enquêtes, et c'est précisément lors de ces cinématiques que nous pouvons voir évoluer sa relation extra-conjugale avec le type de la femme fatale. Il faut cependant regretter que cette relation soit si peu développée dans le jeu, puisque comme le note Raphaël Moine, dans le film noir, le héros masculin et la femme fatale sont deux traits sémantiques du genre, mais la relation de nature syntaxique qui relie ces deux personnages est indispensable pour définir et distinguer un film noir. Parmi les traits syntaxiques du film noir, on trouve la fascination qu'exerce la femme fatale sur le héros masculin, une fascination dont il est prisonnier et qui emprisonne aussi le personnage féminin dans un statut d'objet de désir. Donc ici, il y a une esthétique particulière liée au dispositif Motion Scan, conçu par Deft Analysis. Donc le dispositif technique s'éprouve entièrement au travers du jeu. Voilà. Donc les visages ont été scannés. Alors d'autre part, que peut nous dire Elle est noire sur le film noir? Et je terminerai là-dessus. Quel discours tient-il? Et quel discours tient-il, voire plus largement sur le cinéma, le travaille-t-il de l'intérieur? Donc c'est précisément ici pour nous que le bas blesse. Si L'œil noir semble respecter certains traits du genre, il effectue en parallèle un véritable exercice de ça contre la puissance d'évocation cinématographique et celle plus en particulier du film noir. En effet, le LA des années 50 est superbement recréé, mais semble curieusement vidé de toute substance. D'autre part, les interactions et les possibilités hors enquête sont minimes, pratiquement inexistantes, et le joueur est invité en fait à visiter la ville. C'est un historique des lieux lui est fourni, etc., comme dans n'importe quel tour opérateur, tel un musée virtuel. D'autre part, les enquêtes nous mènent littéralement vers l'envers du décor cinématographique, et ce à 2 reprises, ça c'est important. L'une des enquêtes nous invite à parcourir les restes du décor d'intolérance de Griffith, et une autre nous emmène dans un bâtiment où des décors de cinéma sont entreposés. Donc en voulant recréer une diégèse à partir du genre du film noir, Elle est noire ne parviendrait dès lors qu'à déconstruire les fondamentaux cinématographiques. Donc ce n'est pas tant l'envers du décor du rêve américain, ici, que Elle est noire déconstruit, ou plutôt le décor cinématographique lui-même. Notons par ailleurs que si Elle est noire tend à décliner le genre du film noir, c'est peut-être l'univers sériel qu'il vise encore plus directement. Le jeu peut d'ailleurs être entièrement ramené à une série, incluant 3 saisons, et ses fils rouges, avec le serial killer par exemple, ses personnages récurrents et sa mythologie. Donc la répétitivité qui a trait aux missions, rituel de la conduite en voiture jusqu'au lieu du crime, investigation, recherche d'indices, témoignages, inculpation, interrogatoire et fin de mission, rappellent d'ailleurs les caractéristiques d'un épisode de série. Enfin, de nombreux acteurs ont été interfacés. Par exemple, ici, on voit John Noble, qui vient, lui, dans l'imaginaire, on pense à Fringe, Greg Grunberg, on pense à Alias, Lost, Heroes, ou encore Brian Krause, dont on pense ici à Charme. Voilà. Voilà, donc voilà, moi pareillement, c'est un chemin qui ne mène nulle part, qui est en train de conclusion
mais j'ai déjà pris trop de temps, donc merci beaucoup. On va donc passer aux questions. Bonjour, déjà je trouve ça hyper intéressant cette espèce d'idée de frontière poreuse d'un genre à l'autre. Là vous parliez donc Elena entre le jeu et la série. Moi j'aurais une question sur The Wolf Among Us. Oui, je devais le traiter juste après. Alors justement moi dans mes souvenirs il conjugue donc l'univers du polar avec les personnages de contes. Donc là, il y aurait plus une affinité avec la littérature. Et je voulais savoir, d'un point de vue générique, est-ce qu'on peut parler d'hybridité? Comment vous définiriez un petit peu ce jeu-là par rapport à la généricité dont vous parliez au début? Alors, Wolf Among Us, on pourrait, ici, dans ce que j'ai énoncé, le rapprocher du discours noir, puisque ici, on a en fait une hybridité, justement, entre un genre là, qui est plutôt dans Wolf Among Us, qui est plutôt en fait un néo-noir qu'un noir, si on peut dire, et puis justement les personnages de conte, dans Discours noir, c'est le monde de Terry Pratchett. Donc oui, là il y a une hybridité claire, et puis en fait, je pense qu'il vise aussi la sérialité plus largement que le film noir, un peu à la manière de L.A. Noire d'ailleurs, puisque donc c'est un jeu Telltale Games qui a un processus sériel, et voilà, moi je le vois plus comme une série noire en fait, comme une série néo-noire. D'ailleurs il y a un critique américain qui parlait de néon noir, parce que il y a une esthétique qui fait référence justement au néon, des couleurs qui éclaboussent, voilà. Qui sont loin en fait des contrastes noir-blanc. Et puis il y a un parti pris graphique aussi, voilà. Côté un peu carpe BD, qui voilà, est hyper intéressant. Okay. Et qui s'éloigne justement des clairs-obscurs souvent très prononcés des autres productions. Okay. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention, c'était vraiment passionnant. Enfin, moi je travaille sur le noir aussi, donc ça me parle évidemment. Donc je n'y connais pas grand chose en jeu vidéo, mais d'après ce que vous montriez, je trouvais que en fait, donc déjà la définition du genre noir est quand même assez complexe, et on a tendance à la réduire, de par sa complexité, on a la tendance à la réduire à quelques grands traits, alors le privé, le chapeau mou, la femme fatale, le whisky et le jazz, quoi, en gros. Et c'est un peu ce que critique par exemple Benoît Tadier dans son, je ne sais pas si vous l'avez lu, son ouvrage sur le polar américain, la modernité et le mal, et il appelle ça la mythologie creuse du genre noir, en fait. Et je me demande, est-ce que dans ces jeux vidéo, du coup, il y a, parce que donc, Tadier, justement, dans son ouvrage, explique que voilà, ça c'est un peu les critères esthétiques qu'on a tendance à associer au genre noir et qui finalement ne prouvent pas grand-chose. Est-ce que, et que d'après Tadier, la véritable spécificité du genre noir, ce serait justement la contestation politique, est-ce que dans ces jeux vidéo, on retrouve simplement cette espèce de mythologie creuse de whisky, petite pépé, et alors je sais plus, je me souviens plus de la citation exacte, mais en gros c'est ce qu'il dit, ou est-ce qu'on a vraiment une espèce de discours politique présent dans les jeux vidéo? Enfin, je ne sais pas si c'est possible. C'est une très bonne question pour le coup, parce que justement, moi j'appelais pas ça des questions politiques, mais j'essayais de voir comment en fait les jeux vidéo travaillent leur propre jeu, enfin font retour vers le cinéma en travaillant le genre. Et je trouve que, après c'est assez personnel, mais ma pensée là-dessus, c'est que le film noir, effectivement, se réduit à des archétypes. Mais si on prend, il y a d'autres genres qui sont sensiblement plus travaillés, comme je trouve le western, qui effectivement se réduit souvent à des duels, mais quand on voit un jeu comme Red Dead Redemption, on a un jeu là qui fait retour sur le cinéma avec tout un discours justement sur l'aspect fédéral des États-Unis. Bon, on pourrait y revenir, mais là il y a véritablement un retour. Il questionne par exemple le western zapatiste, moi que j'affectionne. On a là, dans une production américaine, pour la première fois, quelque chose qui peut être zapatiste. Voilà, à la frontière mexicaine, avec un discours
presque pro-révolutionnaire. Et moi, je trouve ça assez fou de voir que c'était avant des discours qui étaient réservés justement au western italien, et que d'un seul coup, on peut les retrouver dans des productions américaines, bon, même si c'est pas du cinéma. Et là, je ne sais pas si c'est politique, mais en tout cas, il y a quelque chose de ce genre. Et qu'on ne retrouve pas ici. Moi, je ne trouve pas qu'on le retrouve ici. Après Tadier met aussi le doigt sur quelque chose d'assez fort, c'est le vide inhérent à tout genre. C'est vrai que le genre, c'est très général, et du coup, des fois, on creuse, et on s'aperçoit que les éléments sémantiques, syntaxiques, en fait, sont à chaque fois des conditions suffisantes, mais jamais nécessaires. Du coup, après, plus on creuse, moins on trouve de choses. Je travaille aussi sur, par exemple, le film de sabre japonais, le Shambara, et isoler quelque chose qui est constant dans tous les films. Par exemple, le samouraï, on ne le retrouve pas dans tous les films. Dans un Zatoichi, il n'y a pas tout le temps des samouraïs, par exemple. Donc, plus on creuse, parfois, plus on se perd dans le genre. Et voilà, je pense que il y a quelque chose là-dessus qui est... Quelqu'un d'autre? Bonjour. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre intervention que j'ai trouvée assez intéressante, et notamment là, sur la dernière question sur l'enjeu politique du genre. Je trouve ça assez pertinent et à creuser. Moi, j'aurais une question qui dépasserait un petit peu le genre film noir, et qui serait plus centrée sur le jeu vidéo, c'est-à-dire, est-ce que le jeu vidéo ne pourrait pas permettre de reconfigurer la notion de genre, et notamment par les moteurs de jeu. C'est-à-dire que, par exemple, Konami a utilisé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le même moteur pour Metal Gear Solid, donc, qui est un jeu de guerre, et dans, je crois que c'est ISS, un jeu de foot. Donc les personnages sont les mêmes, la physique du jeu est le même, les comportements entre les éléments graphiques et physiques sont les mêmes. Et du coup, est-ce que ça permettrait pas de repenser la notion de genre, c'est-à-dire par une récurrence de structures, de termes génériques du coup, mais qui passerait à travers l'habillage ou le contexte thématique, par exemple, que porte de manière assez forte le film noir. C'est pas du tout une affirmation, c'est une question, voilà, est-ce que le jeu vidéo ne permettrait pas de réinventer en fait des genres qui ne seraient pas liés à des thématiques, mais à des comportements en fait, notamment physiques. C'est une question intéressante, vraiment intéressante dans la mesure où, en fait, ici, dans certains jeux que je citais, en fait, il y a la création d'un nouveau moteur de jeu à chaque fois pour essayer de caractériser un genre, de le prendre en compte. Et en fait, on s'aperçoit par exemple avec L.A. Noire que la motion scan, cette physique très réaliste des visages, n'a pas été réutilisée pour GTA V et ne sera jamais réutilisée, parce que c'est une technologie qui coûte trop cher, parce qu'on devrait implémenter le corps alors qu'il n'y a que le visage qui est scanné, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui fait que la physique et l'habillage, justement, je pense, donnent naissance, effectivement, mais non pas un genre. Moi, le terme de genre, là, parce que les genres vidéoludiques sont bien identifiés, mais peut-être à des... j'ai pas conceptualisé de terme, mais là, j'emploie un terme aussi général et vague, donc c'était assez maladroit comme style, des styles, des types, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est un habillage, en fait. Ça ne va pas beaucoup plus loin, sauf dans des cas précis, ça reste des esthétiques, en fait. Merci. Je ne sais pas si ça répond à Oui, mais je crois que c'est justement quelque chose qui ouvre à une nouvelle, j'appelle ça reconfiguration, mais voilà, qui échappe aussi à ce qu'est le cinéma, quoi, une image qui est fixée de manière photochimique. Voilà. Merci.
Je voulais juste te demander, en tant que professeur de philo aussi, qu'est-ce que tu penses, pour rebondir sur l'idée du genre, qu'est-ce que tu penses de la thèse il y a une thèse de philosophie esthétique de Tristan Garcia qui considère qu'en fait le policier n'est pas un genre, mais un art en fait. De même que la science-fiction ne serait pas un genre, mais un art, au même titre que le cinéma, etc. Mais un art un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas un art qui correspond exactement à un médium, mais c'est quand même une forme qui peut accueillir en son sein un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que le policier, pour rebondir sur l'idée de Benoît Tabier, en son sens large finalement, n'attend rien de particulier dans son contenu. On a plus une sorte de philosophie générale, de même qu'on a une sorte de philosophie générale du cinéma. Et après, en revanche, à l'intérieur même du policier, on va trouver des genres, bien sûr, comme le hard boy, le noir, où là on retrouve des contenus, des stéréotypes, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce que je vais regarder cet après-midi aussi pour la fantasy, c'est-à-dire que voilà, dans la science-fiction et dans la fantasy, qui est une sorte d'art parent, on peut trouver un peu de tout et n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas d'idée de stéréotype à la base. Donc, je sais pas trop si tu en as entendu parler de ça. Non, donc je serais un peu en peine de te donner une réponse qui soit la plus cohérente possible, mais je vais quand même essayer. De mon point de vue, le genre, je voulais commencer d'une certaine manière, je ne me rappelle plus. Tu voudrais dire qu'il y aurait donc, ça ne serait plus des genres, mais comment les appeler, un art. Des arts qui en fait sursumeraient le reste. Oui, exactement. C'est ce qu'il appelle une forme de représentation. Et donc, à côté du cinéma, par exemple, on aurait le policier, qui serait une forme de représentation. Alors après, je vais te dire moins bien que ça va être édité bientôt, ce sera plus facile d'en parler. Mais voilà, c'est une thèse qui me semble assez stimulante parce que justement, à chaque fois qu'on parle de science-fiction ou de policier, on essaie toujours de le définir comme un genre, mais on voit bien que ça dépasse. C'est-à-dire que c'est pas comme du western. On voit bien que si on va dans une librairie, science-fiction, c'est pas comme n'importe quel genre, quoi. Ça occupe toute une pièce, tout un pan entier, comme le policier. C'est des choses qui après se déclinent ensuite en tant que genre. Et on voit que de même que par exemple du théâtre, on peut retrouver du théâtre au cinéma, de même qu'on peut retrouver, on retrouve du policier au cinéma ou dans la bande dessinée, enfin voilà, on a ensuite des passerelles entre les arts, hein. Mais l'art ne se définit peut-être pas essentiellement par un médium. C'est ça aussi l'idée. Ça peut se définir par plutôt une philosophie, ouais. Dans le cas du policier, par exemple, moi le terme policier, effectivement, je ne le prends pas non plus comme un genre, à la différence du western. Même si, comme on disait tout à l'heure, les genres, c'est des catégorisations finalement assez vagues, on y trouve parfois ce qu'on veut. On peut faire, par exemple, du premier Star Wars, New Hope, on peut en faire un western si on veut. Il y a de la science-fiction, c'est d'abord de la science-fiction, mais c'est aussi un western si on veut. Après, policier, c'est un genre très vague. En cinéma, c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup. On peut avoir par exemple un policier de type, par exemple comme Conversation secrète, on peut avoir un policier de type, on va dire, un film d'espionnage, mais on ne parlera même pas de policier dans ce cas-là. Ou alors des films paranoïaques, ou alors d'autres genres de thrillers. Mais le policier est un genre, pour moi, trop vague. Tandis que le western classique, par exemple, lui, on peut facilement l'identifier. Le western classique américain et dire, par exemple, que dans sa syntaxe, il y a une opposition qui se fait entre, on va dire, la civilisation et le wilderness. Même si ça ne suffit pas, parce qu'encore une fois, dans le western mélodramatique, par exemple, on ne retrouve pas cette opposition-là. Dans le western italien, on ne la retrouve pas non plus. Comme on disait, dans le western italien, c'est pas ça les catégories. C'est plutôt la révolution mexicaine, des choses comme ça. Mais
vous voyez, cette conception d'art pour le policier, moi ça ne me choque pas parce que je ne considère pas le policier comme un genre, tout simplement en fait. Donc je ne sais pas comment il conceptualise Tristan Garcia le reste, mais je demande à voir en tout cas parce que... Oui, c'est juste pour continuer la discussion, on pourra peut-être continuer plus tard si quelqu'un a une autre question. Je crois qu'il y avait une question, attention. Bonjour. En fait, il y a un point auquel je pensais dans le rapprochement entre le cinéma et le jeu vidéo, et je pensais que peut-être je l'aborderiez, mais c'est plus large que le genre du polar. Mais pour moi, il y a une forme d'écueil, en fait, à trop rapprocher le jeu vidéo et le cinéma dans la conception, parce que le cinéma a cette temporalité subie du spectateur, on suit, enfin c'est linéaire, on suit l'histoire, on n'a pas de prise dessus, alors que dans le jeu vidéo, on est partie prenante de ce qui se passe quand c'est narratif. Et j'ai pensé à ça quand vous avez évoqué Red Dead Redemption, parce que pour moi, Red Dead Redemption, c'est une expérience de western immersive qui fonctionne beaucoup mieux que Elle est noire, dans la mesure où le jeu reprend les rênes à des moments avec ces séquences cinématographiques, justement, avec de l'acting dans le visage des personnages, etc. Et enfin voilà, je sais pas, c'était juste une remarque, je me demandais si vous évoqueriez cet écueil, justement, à employer les codes du cinéma dans le jeu vidéo, et où ça marche moins bien, et où on se voit confisquer finalement comment dire, la temporalité. Ouais, là c'est juste qu'en 20 minutes, j'ai vraiment pas le temps de le faire, mais c'est vrai que en fait je voulais vraiment commencer par là, c'est-à-dire j'ai juste esquissé, c'est vrai que c'était insuffisant, mais c'était le fait de dire que l'approche cinémato-centrée, bien sûr qu'elle est critiquable, et elle doit être critiquée. On ne peut pas voir le jeu vidéo aujourd'hui par le prisme du cinéma. C'est louper toutes ces spécificités, on peut le faire, c'est l'une des branches, mais évidemment, d'après moi, c'est pas une branche, elle ne révèle en rien les puissances vidéoludiques. Donc effectivement, moi c'est une approche par justement quelque part une critique du cinématographique, mais je suis d'accord que l'approche cinémato-centrée est complètement aporétique, de mon point de vue en tout cas. Donc je vous rejoins tout à fait.